Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc pour l'invité de la rédaction. Je reçois aujourd'hui Hervé Guémard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil départemental de Savoie, Les Républicains. Alors avec vous, on va aborder plusieurs thèmes d'actualité, départementaux, régionaux et nationaux, tout un programme. On va démarrer bien évidemment avec l'actu départementale et tout d'abord la fusion que vous prenez entre Savoie et Haute-Savoie. Aujourd'hui, concrètement, où on en est de cette possible fusion ? Avec Christian Monteil et nos collègues des deux départements de Haute-Savoie et de Savoie, nous avons décidé de commander, si je puis dire, toutes les études préalables à une éventuelle fusion des deux départements pour savoir de quoi on parle. Vous savez, depuis 15 ans, on fait beaucoup de choses, les deux départements réunis, le tourisme avec Savoie-Mont-Blanc Tourisme, l'agriculture, la culture, les événements sportifs, avec l'Assemblée des Pays de Savoie, la forêt, l'université, qui s'appelle maintenant le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Et nous avons décidé de demander toutes les études nécessaires pour qu'il y ait un choix éclairé. Donc ces différentes études seront rendues publiques au début de l'année prochaine, donc au début de l'année 2017. Et par ailleurs, nous souhaiterions engager une démarche prospective pour écrire Savoie-Mont-Blanc à l'horizon 2025. Nous avons un territoire d'exception à tout point de vue, environnemental, culturel, économique bien sûr, et nous voulons pour les générations futures écrire le Savoie-Mont-Blanc de l'avenir. Nous pensons donc que ce qui compte, c'est le projet qui doit être fédérateur et pas les institutions. Alors après, sur la suite à donner, il y a deux solutions. Soit c'est une fusion des deux départements actuels, soit dans le cadre des nouvelles lois qui auront forcément lieu en cas d'alternance, de regarder comment on peut créer le Conseil Savoie-Mont-Blanc, la collectivité Savoie-Mont-Blanc que nous avions proposée il y a 2 ans. Parce que l'avantage, c'est que vous travaillez déjà beaucoup ensemble entre Savoie et Haute-Savoie, ce qui fait que oui, c'est déjà une réalité. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur les questions institutionnelles, qui ont leur importance, bien sûr. La question, c'est quel avenir commun nous voulons écrire. Et je pense que pour nos territoires d'exception, il y a un vrai défi à relever pour garder en quelque sorte cet écosystème culturel, environnemental et historique qu'est Savoie-Mont-Blanc. Et c'est une responsabilité pour les générations futures. Ça changerait vraiment quelque chose d'officialiser, entre guillemets, un peu plus cette fusion concrètement? Est-ce que vous travailleriez différemment, plus de moyens peut-être? Je pense que vous avez vu que les régions se sont agrandies avec Auvergne-Rhône-Alpes, qu'il y a de plus en plus soit de communes nouvelles, soit de plus grandes intercommunalités. Il est logique, à terme, que les deux Savoies soient ensemble. Et ça ferait une collectivité qui serait équivalente au département de l'Isère. Donc à deux, nous peserions bien plus que tout seul, bien évidemment. Alors effectivement, il y a beaucoup de fusions. Vous parliez des régions, des intercommunalités. Le fait de fusionner, c'est pas perdre un petit peu l'identité de chacun des départements? Non, puisque l'identité, elle est savoyarde. Et c'est la Grande Savoie, c'est-à-dire c'est le périmètre Savoie-Mont-Blanc de nos deux départements. Alors, on va parler aussi par rapport à la loi NOTRe. Alors, à partir du 1er janvier 2017, beaucoup de choses vont partir à la région, notamment les transports de bus interurbains. Et à la rentrée 2017, les transports de bus scolaires. Qu'est-ce que ça change pour le département savoyard, c'est le fait que ça parte à la région? Écoutez, c'est l'application de la loi et je dois vous dire que j'étais plutôt favorable à ce transfert de compétences à la région. Parce que sur l'organisation des transports, tout ça était très émietté entre la région, les départements, les communautés d'agglomération. Désormais, il y a une règle claire. Le pilote non national des transports régionaux, c'est la région, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et c'est la même logique qui prévaut pour les transports scolaires. Mais pour les transports scolaires, comme pour les transports interurbains, je dirais que ça ne changera rien pour l'usager. C'est une remise en cohérence de la gouvernance. C'est pas plus compliqué le fait que ce soit un pôle régional et donc plus dans les non, plus parce proches, que la gestion restera une gestion de proximité. L'organisateur et le financeur changera, mais pour les usagers, je pense que ce sera plutôt mieux. Ça, ils n'y verront que du feu. Voilà. On va parler un petit peu plus d'actualité nationale avec les migrants. C'est un peu le dossier, on va dire, brûlant en ce moment avec le gouvernement. Le gouvernement veut démanteler la jungle de Calais et répartir tous ces migrants un petit peu partout en France. L'Auvergne-Rhône-Alpes doit pouvoir en accueillir. Laurent Wauquiez n'est pas forcément pour. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que de toute manière, le démantèlement de ce qu'on appelle la jungle, à terme, ne changera rien si on ne modifie pas les accords du Touquet qui avaient été passés en 2003 entre l'Angleterre et la France. Parce que je vous rappelle qu'avant la jungle de Calais, il y avait, on ne l'appelait pas la jungle, mais c'était la même chose, le camp de transit de Sangatte, voilà, puisque c'est des gens qui veulent aller en Angleterre, qui ne veulent pas rester en France, qui veulent aller en Angleterre et qu'on retient pour pas qu'ils n'entrent dans le tunnel sous la Manche, en réalité. C'était de ça dont il s'agit. Donc, même si on démantèle la jungle de Calais, ce qu'il faut sans doute faire, le flux de migrants continuera tout de même d'arriver. Donc, il faut renégocier ces accords du Touquet avec les Britanniques. Alors, si on démantèle la jungle, moi, il ne me choque pas que chaque région française doivent héberger son contingent de réfugiés. Alors, je vais vous proposer juste d'écouter Laurent Wauquiez, puis on réagit juste derrière. Le ministre de l'Intérieur a donc mis au point un plan caché qu'il veut imposer de façon autoritaire aux habitants, aux élus et aux régions. Et donc j'invite en tout cas tous les élus locaux, tous les habitants qui ne veulent pas se laisser faire, à ne pas se faire imposer contre leur volonté un plan qui tourne le dos au bon sens. On parle de mettre parfois dans des communes qui font 2000 habitants, 200 migrants du jour au lendemain. On parle de les installer dans des lieux qui ne sont pas faits pour. On parle de déstabilisation sur des écoles qui ne sont pas prêtes à les accueillir. Et donc, dans ma région, je ne veux pas que cela se passe. On le voit, le président de la région est formellement contre. Il dit aussi qu'il ne veut pas d'un Calais ici. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver, en fait, le fait de revenir, de répartir les migrants dans cette région, que ça devienne un futur Calais? C'est un peu sa peur. Il y a déjà beaucoup d'immigration irrégulière qui arrive en Auvergne-Rhône-Alpes, ne serait-ce que par les frontières avec l'Italie. Je suis allé passer avant l'été une demi-journée avec la police des frontières à Modane, et les membres de cette police des frontières font d'ailleurs un travail formidable, et on voit d'ailleurs beaucoup d'irréguliers qui arrivent, dont 60% sont des Kosovars ou des Albanais, donc qui viennent de pays où il n'y a pas la guerre, où ils n'ont aucune raison de venir en France, donc ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au Moyen-Orient, que ces réfugiés sont mis dans des endroits de rétention, dans des lieux de rétention qui sont ensuite réexpulsés vers leur pays d'origine. Donc nous avons déjà en Rhône-Alpes, Auvergne, de ces immigrants irréguliers. Alors je suis d'accord avec Laurent Wauquiez quand il dit qu'il ne faut pas imposer de manière autoritaire et sans concertation. Mais je dis aussi dans ce problème qui est un problème national et européen, qu'il faut être réaliste et solidaire, que chacun doit prendre sa part. Il n'y a aucune raison que ce soit uniquement les habitants de Calais qui subissent ces centres d'hébergement. Sachant qu'effectivement, la région Auvergne-Rhône-Alpes en accueillerait beaucoup puisque c'est une grande région et que ce serait proportionnel. Laurent Wauquiez parle même de fronde carrément, aller jusque-là, aller jusqu'au clash. Pour l'instant, moi je n'ai vu aucune proposition précise du gouvernement. Attendons que le ministre de l'Intérieur nous fasse davantage de précisions et ensuite prenons une position par rapport à ces propositions. Alors, ça sera peut-être une proposition par rapport à l'élection présidentielle. On va parler de 2017 et des présidentielles avec la primaire de la droite et du centre qui aura lieu les 20 et 27 novembre prochains. Vous soutenez Alain Juppé. Alain Juppé qui est donc parmi 7 candidats. Un des points du programme par rapport à la politique économique, c'est la baisse des charges sur les bas salaires. Ouais. C'est important. Vous pensez que c'est réalisable, sachant que le gouvernement a déjà un petit peu essayé de le faire? Est-ce que c'est une proposition phare de son programme? Tout le projet économique et social d'Alain Juppé est centré sur l'emploi. Donc nous cherchons à mettre en œuvre des mesures qui sont efficaces pour l'emploi et aujourd'hui nous savons que le gros du chômage se situe sur les emplois faiblement qualifiés entre le SMIC et 1,7 SMIC. Et cet emploi non qualifié coûte trop cher en France par rapport à d'autres pays parce qu'il y a des charges énormes et chacun s'en rend compte. Et d'ailleurs, cela développe beaucoup le travail au noir. Donc ce que propose Juppé, c'est zéro charge au niveau du SMIC et de concentrer toutes les baisses de charges sur ces emplois faiblement qualifiés. C'est réaliste ? Oui, c'est réaliste parce qu'il y a déjà un dispositif qui existe, qui ne fonctionne pas bien, qui s'appelle le CICE,
Les chefs d'entreprise qui m'écoutent savent de quoi je veux parler. C'est une véritable usine à gaz. Donc nous proposons une mesure beaucoup plus simple, massive, de zéro charge au niveau du SMIC. Et nous sommes convaincus que cela fera repartir l'emploi pour ces emplois faiblement qualifiés. La primaire, on en parle beaucoup dans les médias, va y avoir un vrai combat. C'est pas trop dur d'avoir un combat de primaire avant les présidentielles pour pouvoir se rassembler derrière le futur candidat à la présidentielle? Je ne pense pas, parce que les primaires existaient depuis toujours, mais avant c'était le premier tour de l'élection présidentielle. Bon. Depuis 1965 jusqu'à maintenant, il y a toujours eu plusieurs candidats de la droite et du centre au premier tour, et c'était le premier tour qui faisait la primaire. Ce n'est plus possible aujourd'hui, pour une raison très simple, c'est qu'avec le niveau très élevé du Front National, si nous divisons nos voix au premier tour, nous ne sommes pas au second tour. C'est pourquoi nous avons décidé, il y a 3 ans déjà, d'organiser cette primaire de la droite et du centre. Donc 7 candidats candidates ont été qualifiés. Chacun les soutient en fonction de ses affinités. Il est normal qu'il y ait un débat démocratique. Unis pour pouvoir mieux après diriger éventuellement le pays, parce qu'on l'a vu qu'effectivement la gauche un petit peu divisée depuis 5 ans. Et nous serons tous, je le rappelle, derrière celui ou celle qui aura gagné ce premier tour de la primaire, dont je rappelle qu'elles se dérouleront les 20 et 27 novembre prochain, que tous les électeurs peuvent aller voter, je le dis solennellement, parce que beaucoup de gens croient encore qu'il faut être membre d'un parti pour voter, il ne faut pas être encarté nulle part, tous les citoyens peuvent aller voter, moyennant le paiement de 2 € pour l'organisation matérielle du scrutin. Et dès le 1er octobre, nous pourrons dire où sont les bureaux de vote. Il y en aura une centaine en Haute-Savoie, un peu plus, je crois, 80 en Savoie. Donc tout le monde pourra aller voter dans un bureau de vote connu à l'avance. Alors une dernière question concernant Alain Juppé. Est-ce que la nouvelle génération peut se voir en Alain Juppé? Il a été ministre quand même en 86. Est-ce que la nouvelle génération peut se voir dans ce candidat Je pense que l'avenir est une question d'état d'esprit. Et nous avons vu dans l'histoire de France et d'Europe des leaders qui avaient un certain âge et qui ont construit l'avenir. Pour parler de l'histoire, je pense à Clémenceau, je pense à Churchill, je pense à De Gaulle, qui n'ont pas été des hommes d'hier, mais qui ont été des hommes d'après-demain, et qui ont eu une prescience sur l'évolution des choses remarquable. Alain Juppé est un homme de son époque, qui a une très grande expérience, à la fois comme élu local dans le 18e arrondissement de Paris, et maintenant ô combien comme maire de Bordeaux, qui est une ville qu'il a transformée. Et surtout, moi je le connais depuis longtemps, je travaille avec lui depuis 2 ans pour préparer son projet. Je vois un homme très à l'écoute, qui est sur le terrain en permanence et très ouvert aux idées nouvelles. Donc c'est pour ça que c'est un avenir qu'il faut préparer, et c'est derrière lui qu'il faut être. Il sera d'ailleurs le 29 septembre prochain, c'est-à-dire jeudi prochain à Lyon, où il fait un grand meeting régional, et tout le monde évidemment est convié à y aller. Il y a même un bus qui part d'Annecy et un autre qui part de Chambéry. Très bien. Et il y aura des meetings également en Savoie et en Haute-Savoie bien sûr, prévus avant d'ici le 20 novembre. Très bien. Merci beaucoup Hervé Guémard d'avoir été notre invité. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans 15 jours, vous retrouvez Fanette de Buisson pour un nouvel invité de la rédaction. D'ici là, retrouvez tous nos programmes sur 8montblanc.fr. À bientôt.